Oh mon Dieu, tire pas encore. Pas encore. La muerte nos llevará. Imaginez un monde miraculeux où les gens que l'on adore, que l'on vénère pour certains, font les films qui doivent être faits, la première idée étant souvent la bonne, pas toujours, mais souvent. Imaginez aussi que l'argent ne règne pas sur Hollywood au point d'en faire oublier à ces vrais professionnels, des gens qui ont même fait de vrais et de grands chefs-d'œuvre, devenus tellement avides qu'ils rejettent et oublient jusqu'à l'intention première qu'est le cinéma, divertir intelligemment. En 1994, les frères Wachowski, qui n'ont pas encore fait leur opération et ne sont donc pas encore sœurs, écrivent un scénario où deux tueurs professionnels vont s'affronter, un film sombre, violent et sans concession. Ce cher producteur star qu'est Joel Silver va décider qu'après un Arme Fatale 3 qui a cartonné et un Maverick qui fera aussi bien, même si c'est une petite insulte au western, et où l'humour y est prépondérant, Richard Donner serait le réalisateur idéal pour le film. Ce dernier ne va pas se faire chier et demander le plus gros cachet donné à un réalisateur, 8 millions de dollars. Autant dire qu'il a intérêt à en faire un succès, voire un chef-d'œuvre, ce serait la moindre des choses. Joe Johnston fut un temps envisagé, mais Silver sent la poule aux œufs d'or avec Richard Donner. Un peu de courage, espèce de petit salaud. Fais une sortie. Le réalisateur revient donc sur l'action dans sa pure forme, du moins c'est ce que l'on nous vend, certes sombre et désabusé, mais pas autant qu'il aurait pu l'être, loin de là même. En effet, M. Donner, qui a l'air de faire sa diva, va refuser tout simplement le scénario des Wachowski, peu emballé par cette histoire de deux tueurs à gages en compétition, et va faire retoucher le scénario pour raconter celle de deux tueurs à gages en compétition, mais cette fois vu par Brian Engeland, qui remanie le tout, rencontré par Donner devant les studios de la Warner sans emploi, campant avec une pancarte « J'écrirai pour travailler pour en vivre ». Helgeland va écrire et réaliser Payback avec Mel Gibson ou Chevalier et Heath Ledger, et en scénario nous pondra le très bon LA Confidential de Curtis Hanson, Le Complot de Richard Donner toujours, Le Postman de Kevin Costner, Créance de sang et Mystic River de Clint Eastwood, To Man on Fire de Tony Scott. Autant vous dire de suite que sur Assassin, on n'est pas encore à ce bonhomme-là. Les Wachowski, bien sûr, ne retrouvant rien de leur histoire, vont essayer en vain de faire retirer leur nom générique auprès de la Writers Guild of America. Reste qu'il est certain que le personnage de Stallone devient plus humain, plus sympathique même, et que durant les 2h15 du film, il ne tuera personne. Un tueur à gages étonnant donc. Vous croyez que je rallonge la course, alors descendez. Vous pouvez pas juste... Mon cul que je peux pas. Robert Rath est un agent du gouvernement entraîné comme tueur professionnel durant la guerre froide, mais celle-ci étant terminée, il va travailler en freelance pour une mystérieuse organisation. Il est le meilleur, le plus demandé, le numéro 1 et respecté dans le milieu. Mais Miguel Bain, jeune loup ambitieux ayant la même profession, va vouloir prendre sa place et tout faire pour éliminer son rival. Robert Rath. Rath va rompre un contrat en décidant de ne pas éliminer Electra, ou Anna, on l'apprendra sur la fin, mais parce que c'est aussi écrit dans le scénario, et l'organisation va s'en prendre au tueur. Le meilleur d'Hollywood est pourtant là techniquement, avec Vilmos Zsigmond, l'un des meilleurs directeurs de la photographie au monde, qu'il a montré sur Délivrance de John Borman, Obsession et Blowout de Brian De Palma, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, Voyage au bout de l'enfer et La porte du paradis de Michael Cimino, Les sorcières d'Eastwick de George Miller ou L'ombre et la proie de Stephen Hawkins, loin d'être un manche donc. Les décors sont de Tom Sanders, comme au théâtre ce soir pour les plus âgés. Oui, un excellent décorateur connu pour son boulot absolument magnifique sur le Dracula de Francis Ford Coppola, le Braveheart de Mel Gibson, Il faut sauver le soldat Ryan de Tonton Spielberg ou le Crimson Pink de Guillermo del Toro, dont l'hôtel sur le combat final est absolument magnifique. On a quelque chose pour toi ici.
Aux cascades, ce seront Conrad Palmisano et Dick Hancock à qui l'on doit celle de Robocop 2 d'Erin Keshner ou Batman Forever de Joel Schumacher. Ils vont tous deux s'attacher à rendre les bastons réalistes, spectaculaires mais pas dans le bon sens hollywoodien du terme. Ici, le surréalisme de l'action où les fusillades n'est soi-disant pas de mise, mais quand même, quelques scènes restent plutôt classiques. Ils vont se renseigner auprès de commandos des Marines, les Navy Seals et des officiers de police et de l'anti-gang. C'est pour cela que les balles traversent tout, même les murs, qui sont faits dans la vraie vie de placo le plus simple et donc inopérants lors de fusillades. 50 millions de dollars pour 83 millions de recettes, pas de quoi s'emballer non plus, et 504 000 entrées en France. Est-ce que Richard Donner a péché? Je pense un peu. Une femme, c'est pas pareil que tuer un homme. On appuie sur la détente d'une autre façon. Est-ce qu'elle est belle, Bobby? Sylvester Stallone revient donc ici en Robert ou Joseph Rass, un tueur à gages que Wesley Snipes devait jouer au départ, mais il est pris sur le tournage de Passager 57. Vu qu'apparemment, ce qui se dit, c'est que Stallone aurait préféré jouer le rôle de Snipes justement Simon Phoenix dans Demolition Man, c'est une petite revanche sur l'acteur, du moins c'est ce qu'il raconte. Je n'ai pas passé autant de temps avec quelqu'un depuis des années. Moi non plus. C'est Joe Johnston, le premier réalisateur, qui avait proposé Snipes face à Schwarzenegger. Richard Donner pense bien sûr à Mel Gibson pour le rôle, mais celui-ci prépare son Braveheart, et c'est donc le Sylvestre qui s'y colle, même si Michael Douglas a eu son nom qui va circuler. L'acteur attaque directement après le Juge Dredd de Danny Cannon, extrêmement intéressé par ce rôle ambigu, qui aurait pu être bien plus sombre, et sur ce tueur vieillissant. C'est sans doute la crise de l'homme de 40 ans. T'as raison. Après les réécritures, impossible de ne pas être de son côté, dont les meurtres sont presque justifiés, en même temps il n'y en a pas, honorable même, et bien sûr il est hors de question qu'il meure, mais pense que ses jours sont comptés et n'a qu'une seule envie, classique, vivre comme tout le monde, normalement. Ce qui lui est difficile, ayant du mal à se connecter avec les gens de l'extérieur, rongé par les remords de ses tueries. Comme souvent chez Stallone, c'est un solitaire, il se pose des questions sur ses choix et les ordres qu'il reçoit, à croire qu'il a lui-même réécrit son personnage, ce qui sera le cas sur certaines répliques, il ne peut s'en empêcher, des moments d'humour que Donner va couper au montage, son personnage n'étant pas un homme à plaisanter. Il va tomber amoureux de la belle Elektra, et pour la star, Assassin est une variation du The Killer de John Woo, à défaut d'un remake, mêlé au flingueur de Michael Winner où Charles Bronson prenait sous sa houlette un jeune Ian Michael Vincent. Il attendra le meilleur angle de tir. Quand je sors. Stallone va se laisser diriger, c'est rare, ce qui va l'obliger à être, certes, un acteur, mais rechercher en lui la validation d'un tiers. Comme à son habitude, il ne dessert jamais la mâchoire, il n'est donc pas, contrairement à son personnage, à contre-emploi. Dès la première scène où il va exécuter un homme, on voit un Stallone, un personnage qui n'a jamais joué avant, surtout que son Juge Dredd avait déçu pas mal de monde sur son jeu d'acteur et signe une belle performance qui, par son acceptation de ce rôle, admet quelque part qu'il prend de l'âge lui aussi, les muscles ne faisant plus recette. Si Assassin doit être vu, c'est exclusivement pour lui, et ce plan, le seul du film, où l'homme regarde sa main trembler, fatiguée et vieillie. Étonnamment, l'acteur sera nommé au Razzie comme pire acteur en 1996, et Richard Darbois le double, c'est rare, mais il remplace Anna Dorval. Bane. Miguel Bane. Face à Robert, le jeune et fougueux Miguel Bane, surinterprété par un Antonio Banderas qui semble carrément sous cocaïne, tout le temps en action, jamais calme, ce qui semble étonnant vu son métier. Il est un exécuteur dont le plaisir se trouve dans la mise à mort de ses victimes, sadique en diable et passionné par les grands tueurs de l'histoire. Il lui faut assassiner son aîné, le Sly, afin de devenir le numéro uno, c'est aussi simple que cela. L'homme n'a aucune conscience, il est amoral mais tout autant imprévisible, ce qui en fait un chasseur fou, l'inverse du personnage interprété par Stallone, mais avec un acteur bien qu'appréciable, qui cabotine ici beaucoup trop, rapide et fou, bref l'inverse de ce qu'il faut pour ce travail, et qui tient son flingue comme il ne faut pas, sur le côté, ça fait joli, mais pour atteindre sa cible, c'est une autre paire de manches.
Banderas effectuera la plupart de ses cascades, certaines folles, dont il gardera 2 belles cicatrices sur le bras et la main gauche. C'est le problème quand on veut passer au travers d'une fenêtre. Pour l'acteur, les films d'action sont moins stressants et c'est un réel bonheur à jouer. Une plongée dans l'enfance pour lui, certes, mais ici avec une partie sombre de la personnalité du personnage qu'il interprète. Bonjour. Machiavélique au point de se demander s'il n'a pas vécu un traumatisme d'enfance, il est ici donc un chien fou un peu en surjeu, voire carrément, et dont Arnold Schwarzenegger aurait pu être le personnage face à Sean Connery en vieux tueur. Miguel a failli être interprété aussi par Christian Slater ou Woody Harrelson. C'est Olivier Cuvelier qui est à sa voix française avec un accent qui parfois tourne au ridicule. C'est entre lui et vous, pas vrai? Pourquoi vous me laissez pas en dehors de tout ça? Vous êtes la cible. Electra est négociante en informations confidentielles, elle détient une disquette qui plaît à beaucoup de monde, ce qui lui vaut d'avoir une cible sur la tête. C'est la talentueuse Julianne Moore qui va interpréter le rôle de la cible que le héros tueur va tout faire pour la protéger, alors qu'il a pris le contrat sur sa tête mais se rend compte qu'il ressent quelque chose et qu'il a envie de s'ouvrir avec quelqu'un, surtout elle, ou peut-être de l'ouvrir elle, je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai jamais été dépendant de personne dans la vie. Mais là, je dépends de toi. Une drôle d'idylle va alors débuter, un baiser, tout simple, pas de gaucherie, mais une idylle quand même. On ne peut pas dire que ce rôle restera comme l'un des meilleurs de l'actrice, mais Julianne Moore fait de son mieux, malgré la transparence de son personnage à l'écran. La voir parler à son chat est d'une tristesse absolue et elle espionne ses voisins en vidéo en se parlant à elle-même. Tiens, ma fille. Non, merci. Je ne mange pas, moi je vais juste prendre un café pour l'instant. D'accord? Bon, c'est pas le rôle de l'année. C'est Stéphanie Murat qui est à sa voix française. Et en petite apparition, nous avons Steve Caan en Alan Branch, au début le chef de Martin et Roger dans Les Armes Fatales, un milliardaire louche qui sera abattu par Miguel en lieu et place de race. Non et à jamais. Amen. Parce que Dieu a choisi de retenir la vie de notre frère Samuel. Ce qui, en moins de 10 minutes, avec le suicide de sa première cible, confirme que Stallone ne tuera personne, si ce n'est les deux seuls vrais méchants. Jasmin. Gagné. Pour la musique, nous ne sommes pas très gâtés ici. Elle est initialement composée par Michael Kamen, qui avait collaboré avec le réalisateur sur la franchise des Armes Fatales. Cependant, Richard Donner trouve que sa musique est lourde, triste et rend le film lent. On lui demande de recommencer, mais Michael Kamen n'est pas comme ça, il est occupé et en plus il est en train de composer Une journée en enfer de John McTiernan. Les studios se tournent alors vers Mark Mancina, qui n'a que très peu de temps pour composer la musique du film. 2 morceaux originaux de Michael Kamen seront par d'ailleurs conservés, The Day of the Dead et La Muerta, qui vont nous rester tout au long du film, et c'est donc Mark Mancina qui va composer cette musique, un collaborateur fidèle d'Hans Zimmer à l'époque, et qui sera extrêmement connu pour ses bandes originales pour les films Speed 1 et 2, Twister de Yann Debon, Bad Boys de Michael Bay, et sera aidé sur cette musique comme souvent chez Zimmer par Jeff Rona, Don Harper, John Von Tongeren, parce que c'est mieux à 8 mains. Il vous a tué. Il y a 15 ans, il vous a tué. Oui, c'est exact. L'on a dit à Michael Kamen que sa musique était trop sombre et triste et on l'avait enlevée, et pourtant, rien de bien plus joyeux ici, et les scènes d'action correspondent toujours à ce qu'écrit le compositeur et ses comparses. Aucune édition commerciale n'est jamais sortie pour la musique, mais un bootleg avec l'intégralité de la musique existe sous le label International 010 Promo, avec 34 morceaux et 70 minutes de musique. Une musique d'ambiance donc, dont seuls les morceaux de Kamen restent avec ce petit cœur d'enfant, et certains morceaux de Mancina rappellent Speed qui reste en tête. L'époque est à cette mode des thrillers sombres et désabusés. Seven de David Fincher et ses ersatz sortent en masse, parfois même ancrés dans la réalité et souvent sordides. Assassin est loin d'être Une arme fatale 3, mais on est loin de David Fincher aussi.
Richard Donner lui-même a des regrets, le titre pour commencer, et après coup pense qu'il aurait fallu inverser les rôles de Stallone et de Banderas, ce qui est quand même aberrant, et rappelez-vous qu'il ne voulait pas faire L'Arme Fatale 1 au départ non plus. Un film qui se différencie des polars en vogue sans en renouveler le genre, voilà qui est inhabituel, mais la faute en est à Donner qui ne se renouvelle jamais ici dans sa réalisation. Il se focalise heureusement sur les personnages, certes asociaux et de grands solitaires dans leur vie, et dont les destins vont s'entrecroiser entre amour et haine, mais avec un intérêt diminué pour le spectateur. Ça ferait de moi le numéro 1. Le numéro 1. Le film est vendu pour son sérieux, mais ceux qui font vraiment du thriller et de l'action de façon sombre ont aussi une vision. Et ici, un manque évident d'un scénario intéressant et bien écrit. 3 ans avant, nous aurions certainement eu un buddy movie classique, mais Hollywood est en train de changer. Le cynisme commence à pointer son nez, et rarement ne s'arrêtera. Avec certes un film noir et glaçant, mais sans aucun risque, aucune empreinte laissée, un format classique d'un produit classique. Ça a été un danger pour moi de te connaître, Miguel Bay. Peut-être que Stallone aurait dû réaliser Assassin. Donner ne s'en sort pour moi que grâce à son directeur de la photographie qui sculpte littéralement les corps sur pellicule. Certaines scènes d'action, souvent chaotiques, ne servent parfois à rien, si ce n'est d'en rajouter une dans le film, et ne met pas en avant un script anémique de Helgeland. Il est clair que Joe Silver veut son film sans en chercher la forme ni le fond, mais un produit calibré et carré. Heureusement que Donner, sans être un réalisateur d'exception sur ces années-là, sait filmer un tant soit peu les scènes. Tu sais, Bancal mais sauvé par Sly, Assassin se regarde sans jamais réellement nous satisfaire, mais non plus sans nous convaincre que le film est bon, puisque nombre de passages ne sont là que pour agrémenter le spectateur du plaisir d'explosion et de coups de feu, sans rien ajouter à la progression de l'histoire. D'ailleurs, toutes les idées sont vite désamorcées, et la pire sera celle de mettre ce tueur héros qui ne tue jamais personne. La morale hollywoodienne est sauve, l'américain moyen aurait sûrement trouvé cela inacceptable. tant que tu seras sur cette terre, je ne serai jamais le numéro 1. Un Sylvester Stallone parfait en personnage brisé et un Banderas qui en fait vraiment trop. À force de pécher par excès, 2h15 de film c'est beaucoup trop pour une histoire si simple, 1h40 aurait entièrement suffi et je m'envoie lui mettre un petit 4/6 et je suis gentil. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec live et vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses. Vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mettez un pouce, activez la petite cloche et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Joseph. Mon vrai nom, c'est Joseph. Ah oui? Moi, c'est Anna.